Plusieurs en même temps pour essayer de faire parler nos intervenants. Éric Vindimian, je suis au CA du Collège des Sociétés Savantes. Et les Sociétés Savantes, c'est les petits débrouillards, donc un membre associé. D'abord, bravo à vous trois, enfin à vous quatre, c'était super intéressant. J'ai une question sur la MOC. Ce travail de fond, d'observation pérenne, récurrente et qui nourrit la recherche sans obéir à la logique des projets, c'est le travail en Europe de Copernicus et à l'échelle mondiale, en tout cas c'était du GEOS, du système de Group for Earth Observation. Et vous n'en parlez pas du tout. Donc est-ce qu'il y a échec à travailler avec ces gens-là? Et voilà, j'aimerais en savoir plus sur l'interaction possible avec ces groupes. Je réponds tout de suite. Alors, Copernicus fait beaucoup en effet, et merci d'attirer l'attention sur ces efforts qui sont financés aussi par l'Union européenne, parce que Copernicus est européen. J'en ai pas parlé ici parce que ça ne fait pas partie du tout de ce programme d'observation de la MOC. Donc je ne sais pas dire pourquoi. Je sais que la France a soutenu les efforts. Il y a un groupe qui travaille à l'Ifremer, qui participe, qui fournit des instruments, qui part en mer, faire des mesures complémentaires, qui travaille avec. Et il y a des projets, mais c'est l'Europe, mais c'est pas Copernicus, c'est par les appels à projets de Blue Skies Research qui sont autour d'eux. Mais Copernicus soutient d'autres mesures de l'observation, d'autres mesures de l'océan, notamment les mesures de l'hydrographie partout à l'échelle du globe. Mais non, le programme de mesure des courants marins de la MOC, ça ne fait pas partie de Copernicus. Oui, merci à Agnès Michelot, également membre du CA du collège, et je fais du droit de l'environnement à l'Université de La Rochelle. On a aussi une saisine sur l'IA au comité d'éthique, et donc il y a certaines questions aussi qui sont posées ici, le comité d'éthique des différents organismes de recherche. Donc je me retrouve évidemment dans toutes les interventions ici. Alors ma question, elle va être très très pragmatique, hein, et elle rebondit sur ce qui a été dit, ne pas lâcher du terrain. Je pense que ça c'est très très important. Et sur le constat que vous venez de faire, de dire on n'a pas réagi, on n'a pas les outils. Ce qui renvoie aussi à la question comment on se mobilise pour faire face à ces situations auxquelles nos organismes de recherche, nos universités ne sont pas préparés. Moi, en tant que juriste, je constate que l'attaque de la science, les attaques multiples, est adossée aux attaques de l'état de droit. L'état de droit permet de nous protéger, de protéger la liberté académique. Donc là, on a un stade où c'est l'état de droit en tant que tel, à un niveau assez élevé, qui est remis en question. Et donc c'est la solidité de nos institutions qui devrait permettre de nous donner des leviers, hein, pour continuer à éclairer un petit peu les décisions et à trouver ces fameuses trajectoires sur lesquelles on pourra revenir, qui seraient, on espère, les meilleures pour la société et l'intérêt général. Donc ma question, à partir du constat que vous faites, vous avez bien expliqué, on a mis un mois à réagir, le CNRS, etc. Est-ce que vous auriez des pistes? Est-ce que c'est une articulation des organismes de recherche qui peut-être devraient s'organiser pour avoir des structures de réponse? Alors évidemment, il n'y a pas une solution, hein, ça a été dit, y compris dans la conférence inaugurale, mais est-ce que c'est l'expérience que vous avez eue, et vous étiez quand même assez bien équipé, parce que vous avez vous-même expliqué d'où venaient les attaques, mais par exemple, beaucoup d'entre nous, on ne serait pas capable de ce que vous avez fait, hein, de faire cette analyse-là. Je voudrais savoir si vous avez, de par cette expérience, une idée
pour qu'on soit un peu mieux équipé pour faire face? Est-ce que c'est au niveau des organismes de recherche, etc. Mais ça s'adresse évidemment aussi aux autres à partir de leur expérience. Alors, quand je dis on a mis un mois, en fait, il n'y a pas eu de réponse du tout. C'est juste c'est que notre projet a été paralysé pendant un mois à un moment crucial où il était lancé. Donc, c'est juste ça. Donc, mais la réponse qui serait normale et qui est assez simple. Et d'ailleurs, alors là, j'ai parlé de mon cas, mais par exemple, ce qu'ont reçu les scientifiques du climat est même pire. Enfin, je veux dire, là, c'est juste parce que comme je l'ai vécu, c'est plus facile de l'expliquer. Mais si vous voulez, par exemple, dans notre cas, la première question au gouvernement qui a été faite par un député en disant mais qu'est-ce que fait le CNRS, etc. La première réponse du gouvernement était la bonne. C'est un projet de recherche participatif, c'est légitime, point. Il n'y a rien à dire de plus en fait. Hein. Le truc, c'est que les attaques ont continué et les autres institutions n'ont absolument pas réagi, alors que la seule chose de dire, c'est normal que de la recherche publique soit financée sur des fonds publics. Enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais en fait, on nous attaque en disant c'est pas de la recherche. Bah, c'est pas à des institutions politiques de décider qu'est-ce qui est de la recherche ou pas. Hein. Nous, on fait de la recherche, on a des publications, on est reconnu par les pairs, on a un programme de recherche. Le programme de recherche, il est expliqué. Bon, voilà. Après, l'institution scientifique peut se tourner vers nous en disant, bah, je sais pas, votre recherche, on ne veut pas la financer. Bon, mais il y a quand même la liberté académique. Donc, mais si à partir du moment où on dit c'est dans le cadre de la recherche, une recherche publique doit normalement être financé par des fonds publics. Parce qu'à partir du moment, si on remet ça en cause, en fait, on remet tout simplement le financement de la recherche. Tout simplement. Donc la réaction normale, c'est en fait d'ignorer toute cette... Enfin, d'ignorer. Mais pas de répondre frontalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre frontalement sur d'attaque, parce qu'en fait, ce que cherchent ces acteurs, c'est aussi la visibilité. C'est la polémique, c'est la visibilité. Donc c'est une bonne réaction de ne pas renchérir sur la polémique elle-même. Mais tout simplement de dire, on a un projet, là, par exemple dans notre cas, c'est super, c'est la première plateforme européenne de portabilité, c'est implémenter un droit européen. Bien, pas besoin de plus. Hein. Et on continue, et on ne passe pas 2 mois à essayer de changer tout ce qu'on fait pour essayer de répondre à ces attaques. Donc là, je pense que la réponse est à la fois assez simple, mais d'un autre côté, comme on est des grandes institutions, il y a un côté normal de dire on va quand même vérifier que c'est vraiment ça. Quoi. Bon, mais... Oui, je voudrais juste faire un tout petit pas de côté par rapport à cette question, parce que c'est vrai qu'on dit souvent les organismes de recherche ne sont pas prêts, ils ne se rendent pas compte. Et si ils se rendaient compte et que peut-être qu'ils ne mettaient pas les moyens, peut-être qu'ils ne cherchaient pas vraiment à défendre leurs scientifiques. On a eu le cas à INRAE de scientifiques qui ont été attaqués nommément par certains sénateurs lors du renouvellement de l'audition du PDG. Et la réponse est un peu flottante. Bien évidemment, oui. Ceux qui s'en prennent, ceux qui se font attaquer nommément ne sont pas des victimes parfaites. Il n'existe pas de victimes parfaites, bien sûr, mais je ne sais pas si vous partagez cette impression qu'il n'y a pas vraiment de volonté de prendre la mesure non plus de la situation. Pour INRAE, nous, c'est vrai qu'en ce moment, on est vraiment dans la tourmente. C'est un organisme qui est dans la tourmente. Et la question pour Julie, c'est aussi, quelque part, que fait le CNRS pour maintenir aussi des savoirs aussi importants? Donc voilà un peu une question, que fait la police? Et est-ce qu'elle cherche vraiment à faire quelque chose? Bon, je suis très mal à l'aise. Hein. Parce que le bilan est forcément pas tout blanc ni tout noir. Il y a à la fois des choses, en effet, où le CNRS réagit, donc notamment, les climatologues sont fortement attaqués en ce moment, et sont attaqués parfois en tant que personne. Je pense à mon ami Christophe Cassou, qui bénéficie d'une protection fonctionnelle. Bref, c'est ça, voilà, fonctionnelle. Donc le CNRS a réagi, et pour en avoir parlé avec lui directement, il a été ravi d'avoir le soutien du CNRS par rapport à ça. Et le même CNRS qui, moi, me demande d'être actif sur les réseaux sociaux et de parler plus de ce que je vous ai présenté, mais sans m'accompagner et sans me dire qu'est-ce qui va arriver derrière. Et donc, évidemment, je ne le fais pas, je le fais très peu pour m'auto-protéger. Et en même temps, le CNRS qui aussi me demande d'aller chercher les mêmes financements et d'aller rejoindre ces projets qui vont dire que la MOC s'arrête dans 3 ans parce que ça va ramener de l'argent au CNRS qui va ponctionner et qui va financer sa gestion. Donc, je pense que ce que je comprends avec l'exemple de Christophe, c'est que la protection pour des chercheurs individuels, elle fonctionne. Du moins, j'ai envie de le croire encore.
Je crois que la question qui est soulevée est plutôt d'un point de vue structurel. Quelle science on fait, quelle science on doit faire et quelle science on peut faire. Et finalement, les enjeux, les difficultés de financement que j'ai illustrés là au Royaume-Uni, il ne faut pas rêver, en France, on aurait exactement les mêmes. Et on a les mêmes difficultés en France à maintenir les observations qui continuent, j'avais envie de dire perpétuelles, il ne faut pas rêver non plus, mais au moins récurrentes. Et derrière, ce n'est pas juste l'achat d'instruments et ce n'est pas payer les missions sur le terrain, c'est les gens, c'est les expertises, c'est le suivi, en fait, c'est le maintien de cette connaissance fondamentale. Et là, j'accuse pas le CNRS, j'accuse de façon générale la priorité, les financements qui sont accordés à la recherche publique. On a compris que ce n'est pas le privé qui prend le relais sur ça, c'est de la recherche publique. Il faut qu'on se donne les moyens financiers, les moyens humains, de continuer ces missions. Encore faut-il qu'on soit d'accord sur ce que sont ces missions. Et Julie, est-ce que tu bénéficies d'un soutien d'INRAE pour réussir à croiser ces données et à soutenir plus largement ces efforts qui sont... Oui, alors c'est vrai que nous, en plus, en sciences sociales, INRAE, on est un petit peu entre deux feux parce que tu parles des missions, c'est quoi notre mission? Où est-ce qu'elle s'arrête? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit nos résultats, on veut en faire profiter et on veut ne pas se faire récupérer, on veut pouvoir discuter avec les pouvoirs publics, surtout sur des questions comme ça, sur des débats où c'est pas, on veut apporter nos billes, quoi, on veut participer au débat. C'est quand même des discussions. Enfin, nous, au sein de notre propre communauté, on n'est pas encore d'accord sur dans quelles instances on doit aller faire la promotion de nos résultats ou pas. Je le dis assez clairement. C'est très confortable de venir ici. Voilà. Est-ce qu'il faut aller lundi aux assises de Laurent Duplon là? Est-ce qu'il fallait y aller ou pas? Je ne sais pas. Mais on n'est pas d'accord sur ça. Donc nos missions, pas si claires du coup. Quand il y a une crispation autour des enjeux sociétaux, c'est pas clair. Et deux, oui, est-ce que c'est notre PDG qui doit nous protéger? Probablement. Est-ce que c'est notre ministère? Dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il ait une position ambivalente. Nous, on a deux tutelles, vous vous rappelez. Du coup, bon, ces affaires ne sont pas si claires. Et s'agissant maintenant de permettre de faire notre travail, là, moi, pour le coup, je trouve que la question, elle est assez simple. On a besoin de données pour faire nos travaux. Il faut débunker le truc. Il faut dire, dans le cadre d'une grande enquête nationale sur la pollution agricole, vous nous filez toutes les données sur la santé publique. On va faire des appariements dans le respect du secret statistique, parce qu'en fait, on est statisticien. Bien sûr qu'on ne va rien révéler et qu'on va tout faire dans les règles de l'art. Et voilà. Donc, cette partie axée à légitimer un travail de mettre en évidence des connaissances, ça me paraît hyper clair. Qu'on doit avoir l'appui de nos instituts et de nos ministères de tutelle pour notre mission. Je ne sais, cher ami. Ça dépend des jours. Juste un truc rapide, il y a aussi quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'il y a aussi une exploitation de une dérive de la recherche sur projet. Et c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vision d'un point de vue extérieur au milieu académique que la recherche, c'est forcément quelque chose qui a eu un financement, et c'est ça qui définit la recherche. Et que donc, si vous ne collez pas des critères de financement, si vous n'êtes pas breakthrough, comme on dit, c'est pas de l'innovation, c'est plus de la recherche. Et donc, en fait, on sort du milieu de la recherche le critère qui détermine quelle est la recherche. Et ça, c'est hyper dangereux. Nous, par exemple, un des premiers réflexes qu'on nous a demandé, c'est ça se rattache à quel projet de recherche, votre idée là d'observer les trucs. En fait, la plupart des projets de recherche ambitieux que j'ai lancés, au début, il n'y a eu pas de financement, puisque justement, on explore quelque chose, et puis après, on trouve que c'est intéressant, et on y va. Et donc, mais en inversant ce truc-là, et alors ça peut être fait de manière un peu sincère de nos institutions actuelles, puisque bon, c'est un peu leur manière de gérer la recherche, mais c'est complètement instrumentalisé par les ennemis de la recherche, parce que les ennemis de la recherche disent, si vous n'êtes pas financé, ça veut dire que vous n'êtes pas légitime, c'est la preuve. Donc ça veut dire que si là c'est vraiment un angle d'attaque, il faut être très très vigilant, il faut rappeler qu'il y a la liberté académique et que le propre de la recherche c'est justement d'aller dans des zones où on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a, on a une intuition que peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant, au début c'est des personnes qui y vont seules, après on monte des choses plus ambitieuses, mais si on coupe en fait la capacité à aller explorer l'inconnu en seul ou en équipe, en fait, on va juste assécher la recherche. Il n'y aura plus en tout cas, on va la ralentir considérablement. Donc, cette instrumentalisation de l'idée de
c'est de la recherche parce que c'est financé, et ça ne peut qu'être que comme ça, c'est, je pense, assez dangereux. Jean-Louis Martin, donc je représente la Société française d'écologie et d'évolution. Ma question se rapporte à l'intervention pesticides et santé. Et il y a une petite remarque qui m'avait commencé par tilter. Vous avez dit on a bien réussi à se mettre d'accord sur l'amiante. De mémoire, il me semble que la nocivité de l'amiante a été clairement démontrée dès 1898, qu'il nous a donc fallu un siècle où on a négocié les coûts et les avantages, les inconvénients de régler ce problème. Donc je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y a des choses qui sont non négociables et que la santé humaine devrait être soumise, ou plutôt l'économie soumise à la santé humaine, et que si on commence à négocier, à rentrer dans la mécanique coût-bénéfice, est-ce qu'on n'est pas en train de se piéger, de se mettre dans une impasse et au service de la méga-machine ? Oui, c'est une vraie question. Hein. On n'est pas d'accord, nous non plus, dans notre groupe sur ça. C'est-à-dire, on participe pas, on rentre pas dans le jeu de monétiser. En éco-l'environnement, c'est une question qui est posée très souvent. On ne va pas s'embêter à poser, à essayer de déterminer la valeur de la vie, la valeur de la santé. Il y avait un conférencier qui disait, c'est amusant, un écologue qui disait, c'est amusant, les économistes, ils essaient d'attribuer une valeur aux étoiles de mer. Alors, une valeur récréative, une valeur économique, d'avoir des plages avec des étoiles de mer ou pas. Alors que peut-être cette étoile de mer, elle fabrique une hormone et peut-être qu'elle va soigner un cancer dans 20 ans. Du coup, sa valeur, c'est plus l'infini, quelque part, puisque c'est la valeur de sauver des vies. Et en fait, on n'en sait rien. Du coup, ce débat, il est stérile. Moi, il faut quand même vivre dans l'actualité, quoi. Il faut apporter nos billes si on peut démontrer qu'il y a un coût, si la vie, soigner le prix d'une vie, je ne sais pas, mais soigner un cancer, on sait combien ça coûte. Donc c'est peut-être un peu cynique, mais moi je fais partie des gens qui disent allons-y, allons au bout du calcul. Et puis voilà, on contribue au débat de cette manière-là. Mais évidemment, peut-être ça serait souhaitable de ne pas avoir besoin de faire cet exercice périlleux et puis peut-être un peu crade à certains égards, j'en sais rien. Mais de toute façon, ça c'est si on avait en fait la possibilité d'échanger sereinement. Mais là, ce n'est plus possible. Là maintenant, il faut choisir son camp. Bon, allons-y. Quelques dernières questions, puisque normalement on devait arrêter à 12h15. Si on arrive vraiment à arrêter à 12h30, on aura 1h15 pour manger à côté. Non, je vais juste rebondir très rapidement. Excusez-moi, je me permets de prendre la parole, mais dans un monde idéal où tu pourrais calculer les coûts d'une agriculture intensive, et tu dirais, bon voilà, ça va nous coûter 100 milliards ou 10 milliards par an, il faudrait que l'État subventionne l'agriculture biologique. Bon. Est-ce que la réponse après, ça ne va pas te dire, ah oui, mais ça va être concurrence déloyale, donc on ne peut pas le faire? Est-ce qu'on ne va pas se heurter à des mécanismes vraiment économiques de dire on n'a pas le droit de subventionner dans l'Europe, par exemple, la France tout seul, subventionner son agriculture pour une transition? Je ne sais pas. Alors, on n'a pas le droit déjà, c'est nous qui décidons collectivement les règles du jeu. Mais non, alors là, c'est un point intéressant parce que c'est souvent ce qui est amené en disant que la France ne pouvait pas prendre ses décisions indépendamment du reste des pays. Bon, alors, indépendamment, ça c'est sûr que non, mais en tout cas, on peut ouvrir la voie. Il y a des travaux assez récents en commerce inter qui montrent que réglementation environnementale pourrait être durcie en France sans que la concurrence, sans qu'on se fasse croquer par justement que la consommation s'oriente vers l'importation de produits qui ont un gros contenu en pesticides. Tout ça, ça se quantifie. Et de toute façon, c'est pas le sujet parce que des outils, des instruments de politique économique pour atténuer les chocs, on les connaît tous, il y en a plein. Donc moi, mon sentiment, je ne prétends pas que j'ai tout compris au problème, mais mon sentiment, c'est qu'il faut avoir un message politique clair. On a un problème de santé publique, oui ou zut, donc, comme pour l'amiante. Si oui, comment on s'organise? Ça va coûter de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait dans les 5 ans? Qu'est-ce qu'on fait dans les 10 ans? Aussi pour que ceux qui sont pris dans ce système d'agriculture conventionnelle, ils sachent à quoi s'en tenir. C'était un peu l'époque, au début du plan Éco-Phyto, à l'époque de Borloo, c'était attention, on a les captages, on a capté des trucs. Formez-vous à l'agroécologie, parce qu'à un moment, la réglementation va vous tomber dessus, et puis vous n'aurez plus d'autre choix que d'arrêter de faire du conventionnel, parce que ça ne s'est pas produit. Mais en tout cas, il y avait cette idée d'une combinaison d'instruments réglementaires,
incitative, donc économique, et d'accompagnement qui faisait sens, et que là, on n'a plus du tout. Là, c'est... voilà, on sort le... voilà, c'est juste des combats idéologiques. Je On a suggère... ni queue ni tête. Merci. Je suggère qu'on groupe les dernières questions. Et non, il y en a plusieurs, moi j'en ai une. Il y en a 4. Il y en a 4. 4. Est-ce qu'on peut faire un paquet des 4 questions? Groupons-les et on fera une synthèse de la Commencer synthèse. en haut et puis J'avais plusieurs questions, donc je vais en poser qu'une. Rémi Mounier, vice-président du collège. J'avais une question sur le concept de cluster. Et notamment, on travaille dans un consortium sur les cancers pédiatriques. Et on se rend compte que pour déjà déterminer des clusters, il y a un débat mais très violent que j'ai découvert sur la définition de clusters et qui ont des conséquences qui ne sont pas négligeables, puisque notamment pour les familles, si vous êtes reconnu comme cluster, c'est beaucoup plus évident pour la suite. Et sauf que sur des cancers pédiatriques rares, déterminer ce que c'est qu'un cluster, où on est à 5 ou 10 cas qui ne sont peu, mais qui au final sont beaucoup par rapport au nombre. Voilà, donc est-ce que vous pouvez commenter un peu ce concept de cluster et le débat qui peut faire rage d'un point de vue politique par rapport à ça? Merci. Michel Spiro, Société française de physique. C'est une question plutôt naïve et qui va peut-être orienter, trouver sa réponse dans le débat de cet après-midi. Je sens, toute cette matinée, on sent quand même que la science apparaît comme assiégée dans sa tour d'ivoire. Et le thème, c'est le motif, l'attitude, c'est de ne rien céder. Je pense qu'on peut quand même, et on le voit, ça se pratique peu, mais ça pourrait se pratiquer plus. On peut avoir une attitude plus offensive en développant un autre type de science, pas celle qui est orientée uniquement sur nous-mêmes et de publier et de faire l'analyse par les pairs, mais d'essayer de développer une science plus participative qui associe les citoyens à des domaines scientifiques qui s'y prêtent et qui soit orientée vers l'impact plutôt que vers la publication. C'est une manière de s'engager et de reprendre de l'offensive par rapport à tous ceux qui veulent politiquement nous assiéger. Donc j'aimerais avoir votre sentiment, en sachant que ça va être abordé cet après-midi, puisqu'on va parler de décider avec les sciences, puisque c'est exactement ça. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Décider avec les sciences, ça veut dire une science plus proche des citoyens et orientée vers l'impact plutôt que vers la publication. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour ces interventions. Romain Jolivet, sismologue, géophysicien. Je voulais rebondir sur les observations longues sur l'AMOC et notamment sur Copernicus. Copernicus, ça fonctionne très bien aussi parce qu'il y a une énorme partie de données de Copernicus qui sont vendues et qui servent à des intérêts privés, notamment le programme Sentinel, le Sentinel-1. Nous, on l'utilise énormément pour faire de la tectonique et de la sismologie, mais en fait, il sert énormément à suivre les bateaux et à faire du suivi en mer je sais pas comment on dit, ship tracking, enfin bon, suivi de bateaux, quoi. Et donc, typiquement, la Barclays est un énorme client de Copernicus. Donc ça peut peut-être expliquer pourquoi ce programme est si ambitieux et fonctionne si bien sur si longtemps. C'était la même chose pour la sismologie et le développement des stations sismologiques françaises dans les terres australes. C'était pour le traité de non-prolifération nucléaire. C'était pas pour observer le pôle sud et la partie sud du globe terrestre, faire de la tomographie sismique. Ça aurait été formidable. Bon, ça a été utile pour ça, mais c'était essentiellement pour le traité de non-prolifération. Et le dernier point sur le décalage vers les projets, vous parlez beaucoup de la recherche. Moi, à l'heure actuelle, c'est plutôt sur le côté enseignement que je suis frappé. C'est de la même manière que les projets de long terme qui permettent d'observer très longtemps, qui sont fondamentaux pour sortir des tendances sur des très longs termes. Les formations de base disciplinaires sont de moins en moins financées et ces nouvelles formations financées sur projet le sont de plus en plus, délaissant les formations de base qui en fait forment la base de l'université en général. Et à mon avis, c'est aussi catastrophique que ces problèmes de projets de recherche. Voilà. Merci. Merci. Simon Fellous, chercheur à INRAE. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur cette question de comment nos instituts peuvent nous appuyer quand on est face à des difficultés face au reste de la société. Et c'est un peu un commentaire sur notre naïveté collective.
Le premier point, il y a 2 points. Le premier, c'est que les gens qui sont occupés à nous manager, ils ont aussi pour rôle d'être en interface avec le reste de l'infrastructure publique. Et par exemple, notre président à INRAE, il doit aussi rester dans les bonnes grâces du ministère et des ministères s'il veut réussir à ce que nous, on ait des sous pour travailler par la suite. Et que donc, peut-être il faut qu'on ne soit pas trop naïf sur qu'est-ce que c'est que l'infrastructure dans laquelle on s'insère et on essaye d'agir. Et le deuxième point, c'est qu'on peut aussi prendre conscience qu'au sein même de nos organisations, comme dans toute société, il peut y avoir des différences de vues, des différences politiques, des différences philosophiques, et que c'est pas parce qu'on est tous dans le même collège qu'on a tous exactement la même vision, soit la même vision pour passer à l'action, soit toute vision de comment est-ce qu'on fait société, et que de prendre en compte en fait ces différences-là, le fait qu'on n'ait pas les mêmes personnes avec des positions différentes, je pense que c'est un élément essentiel pour pouvoir réussir ensuite à s'interfacer avec le reste de la société et avoir une action efficace. Merci Simon. C'était des questions, commentaires plutôt, donc je vais laisser peut-être chacun dire un mot si vous le sentez pour conclure et qu'on ne soit pas trop en retard. Ben oui, un mot rapide pour conclure. Comment on tient la position ? Je pense qu'on revient sur nos fondamentaux et on le dit et on l'exprime. Et donc voilà, Romain, merci. On est physiciens tous les deux. On défend nos disciplines, on défend évidemment l'interdisciplinaire, on défend la méthode scientifique, on défend la remise en question, on défend le droit de dire je ne sais pas ou je me suis trompé. Moi, il y a une valeur qui m'est importante et que sur laquelle je voulais insister ici. On joue collectif. On sait très bien que la science ne se fait pas par des individus, encore moins chacun dans leur tour d'ivoire. C'est collectivement, pour moi, qu'on peut trouver l'énergie de résister, d'encaisser les chocs, d'être plus fort, de s'exprimer plus fort. Moi, je pense que c'est ça que je veux retenir de cette matinée d'échange. C'est on tient bon ensemble, en exprimant nos valeurs, en retrouvant nos missions. Si on a la chance de pouvoir le faire à l'échelle de son organisme, tant mieux. Sinon, je pense qu'on peut trouver des communautés, on a tout un tas de GDR, de GDI, profitons-en en fait. Mais n'oublions pas de jouer collectif. Oui, je veux juste réagir sur la question de sortir de sa tour d'ivoire. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on sort de sa tour d'ivoire, on va être encore plus attaqué. Parce que le projet que j'ai présenté tout à l'heure, c'était justement ça. C'était un projet qui, à la fois, essayait de faire une implémentation effective de la portabilité, donc là, c'est une question comment on fait ça, et qui avait un programme de donation de données pour continuer à observer les mondes numériques. On a eu un succès important, et notamment parce qu'on a été couplé avec un mouvement citoyen énorme, avec notamment des ONG, il y avait la Quadrature du Net, il y avait la LDH, il y avait même des syndicats, il y avait, bon bref. Et on a eu un mouvement très important avec des centaines de couvertures médias, on a eu des reportages en Allemagne, au Japon, enfin bref. On n'aurait pas pu collecter autant de données via ce dispositif sans le couplage avec les citoyens. On a eu pour l'instant 37 000 personnes qui y sont passées, ce qui est pas mal pour un projet de recherche. Bon. Mais quand vous faites ça, justement, là, on sort de la tour d'ivoire, et là, c'est insupportable pour les gens qui sont contre la science et qui voient que vous allez les titiller. Hein. Nous, on a nos adversaires, j'ai pu en discuter avec certains, m'ont dit explicitement, vous comprenez, Twitter, X était biaisé vers la gauche pendant des années. Le moment où il commence à être biaisé vers la droite, on ne va pas les laisser sortir, vous laisser sortir. Enfin, je veux dire, donc, il faut bien comprendre que, voilà, il faut sortir de sa tour d'ivoire, mais les attaques vont être plus importantes et pas moins importantes. On va avoir plus de soutien à la population, évidemment. Enfin, je veux dire, le CNRS ne fait que de nous répéter, faites quelque chose, de montrer que ça a un impact social, l'Europe et tout ça. Mais quand vous faites ça, ceux qui attaquent la science vont être encore plus énervés. Oui, moi aussi je suis perplexe, hein, je me dis de sortir de la tour d'ivoire, mais pour aller où? Parce qu'il y a des arènes, franchement, on n'a pas trop envie d'y mettre les pieds. Et par ailleurs, je rebondissais sur votre interrogation sur les cohortes. Ça me fait penser que je pense qu'il y a quand même beaucoup à gagner à se coordonner entre disciplines, parce que comme l'agronomie, je suis toujours sur mes histoires de pollution agricole, l'agronomie, ça avance pas assez vite. Économistes, ils n'arrivent pas à élaborer les coûts assez rapidement. Les juristes s'emparent de ça en disant est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des outils du droit pour faire valoir des contentieux, et c'est pour ça d'ailleurs que les ONG protègent pour les problèmes de santé se mobilisent.
peut-être que si on arrive à se coordonner avec les juristes, les économistes, les agronomes, les écologues, peut-être à la fin on aura une réponse cohérente. Pour l'instant, mon sentiment c'est qu'on est un peu désalignés. Donc non seulement peut-être tour d'ivoire, mais en plus chacun dans sa tour d'ivoire. Ces arènes-là sont utiles à cet égard, d'ailleurs. Peut-être. Merci Tamara pour la conception de cette super session. Merci aux 3 intervenants et merci à tout le monde. On se retrouve donc à 13h45 pour la session numéro 2, animée par Jésabel Coupé-Soubeyran. Et on peut aller maintenant déjeuner. Merci.